Coucou les petits Néréviens! On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de notre série. Parce que nous partons maintenant dans une semaine du Groenland. Nous sommes presque au bout de nos recherches du trésor. Et nous avons un nouvel indice, et le plus important de tous, c'est que nous savons désormais où se trouve l'emplacement du trésor. Nous avons rencontré Kalik, une femme inuite, dont le prénom veut dire lumière, qui est une amie de Max, qui lui a dit qu'il y a très longtemps, quand elle était toute petite fille, elle a vu le grand-père de Briac enfouir le trésor sous la mer. Malgré les années qui ont passé, Kalik se souvient très bien de l'emplacement du trésor. Mais le problème, c'est que nous ne pouvons pas y aller avec Bernick, parce que le bateau est trop gros pour pouvoir passer entre les glaces. Il va donc falloir y aller par le moyen de transport des Inuits, à savoir le kayak. On vous montre ça tout de suite. Max, le chasseur d'ours, nous a prêté des kayaks. Briac, notre capitaine, a appris très vite à pagayer. Il va vous expliquer comment il fait. Regardez, hop, je rame à droite, je rame à gauche, et avec les pédales, hop là, je décide si je vais à gauche ou à droite. Et le secret pour avancer très vite, c'est de ramer hop, le long de son kayak. Mais qui t'a appris tout ça, Briac? C'est Max. Max le chasseur? Max le chasseur. Est-ce que tu peux nous expliquer, Briac, comment fonctionnent les pédales que tu bouges pour pouvoir tourner le kayak à gauche ou à droite? À l'intérieur de mon kayak, ça se voit pas, mais donc sous mes pieds, j'ai deux petites pédales qui me permettent d'orienter la petite dérive qui est à l'arrière et donc de décider si je vais aller à droite ou à gauche. Donc je sais pas si vous voyez les petits Néréviens, et parfois quand vous ramez, si vous voulez à droite, il faut ramer plus fort à gauche et du coup le bateau se décale un petit peu vers la droite. Là j'ai pas à faire ça, du coup j'ai juste à ramer droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche et avec mes pieds je décide si je suis à droite ou à gauche. Donc c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus maniable et surtout beaucoup moins fatigant. Le kayak de Briac est moderne avec son système de pédales et il est fait en plastique, non de façon traditionnelle. Les vrais kayaks inuits n'ont pas de pédales et sont faits en bois et en peau de phoque. Max a réalisé ses propres kayaks que vous pouvez voir ici dans sa cabane. Il a dû en mettre du temps pour pouvoir réaliser tous ces kayaks tout seul. Allez, maintenant, trêve de bavardage. On part chercher le trésor. Ça y est, le moment tant attendu est arrivé. On suit Kalik sur l'eau pour pouvoir aller à l'emplacement du trésor. Il a fallu pagayer pendant plus d'une heure et alors nous sommes arrivés pile au milieu du fjord Sermilik. Là, Kalik nous a dit de plonger sous la mer pour pouvoir déterrer le trésor enfoui sous la terre. Briac et Pierre-Alexandre ont enfilé une combinaison et des palmes et ont plongé dans l'eau. Ils ont pu découvrir la richesse des fonds marins, les sols recouverts d'algues marines, qui sont très belles, mais qui n'aident pas forcément à y voir quelque chose. Et tout à coup, Briac est passé près d'une motte de terre plus grosse que les autres. Il s'en est approché, il a fouillé, et alors il est tombé sur une caisse en bois qui contenait un objet, mais impossible de l'ouvrir. Il l'a donc sorti de l'eau, et on a réussi à la casser, ce qui nous a permis de découvrir le fameux trésor. On vous le montre tout de suite. Ce qu'on a trouvé dans la caisse, c'est un aitsi, une arme inuite essentielle aux chasseurs qui veut chasser le phoque et le narval. C'est la structure en bois qui permet de lancer le harpon, la grande flèche qui est posée dessus. Lorsque la flèche atteint l'animal, elle le blesse ou le tue, ce qui permet aux chasseurs de capturer l'animal. Sur la photo, vous pouvez voir le harpon qui est propulsé dans les airs grâce au bout de bois que tient le chasseur dans sa main droite. Ce bout de bois, c'est justement le aitsi. Le grand-père de Briac a offert cet objet de grande valeur à son petit-fils pour qu'il puisse devenir un chasseur inuit aguerri. Briac va vous expliquer la double utilité de ce petit bout de bois qui n'a l'air de rien en soi, mais qui a une place très importante dans la société et la culture inuite. Ça s'appelle un aitsi et ça permet deux choses. Le premier, de chasser le phoque. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir se retourner en kayak. Alors comment ça marche? Donc en fait, le chasseur a l'aitsi accroché sur son kayak. On peut voir ici qu'il y a de quoi faire une petite poignée. Et on peut utiliser l'aitsi pour lancer le harpon. Donc quand il voit le phoque, il attrape l'aitsi. Il installe le harpon qui est fixé ici et là. En faisant comme ça, on peut projeter le harpon un peu comme avec une flèche polynésienne, donc 2 fois plus fort qu'avec la seule main humaine. C'est un peu le même principe qu'un arc d'ailleurs. Et la deuxième utilisation d'un aitsi,
c'est qu'on peut l'utiliser comme une rame pour se retourner en kayak. Donc si votre tête tombe dans l'eau, parce que vous êtes retourné en kayak, vous pouvez attraper Lighty et faire un petit mouvement de rame et vous retourner. Donc traditionnellement, la partie centrale était en bois flotté, donc c'est du bois qui passe beaucoup de temps dans l'eau et qui est arrivé sur les côtes du Groenland. Comme il n'y a pas d'arbres au Groenland, en effet, ou alors de tout petits arbustes, le seul bois qu'ils ont est le bois qui est importé ou bien d'autres pays par le bateau, ou bien le bois flotté, c'est-à-dire, comme l'a expliqué Briac, le bois qui est arrivé par la mer, du fait qu'il a été jeté dans l'eau ou qu'il est tombé dans l'eau. Avec les courants, il arrive jusqu'au Groenland. Donc là aujourd'hui c'est plus simple, on fait venir le bois directement du Danemark. Et sur le côté, cette partie qui est très solide, est faite en os de chien. Donc ça permet d'avoir une bonne prise et d'avoir les bords de Lighty qui sont très solides pour résister au choc. Et là on peut voir ici des petites décorations, motifs de narval, d'oiseaux, d'ours, qui eux sont faits en os de baleine. Donc ici il y a un morse, ici un ours polaire. Ensuite il y a un narval, vous voyez sa dent très longue qui ressemble à une corne de licorne, et à la fin, un petit esquimau. En plus de cet objet de grande valeur, qui est déjà un cadeau magnifique, le grand-père de Briac a laissé dans la caisse un mot qui indique à Briac l'emplacement d'un autre trésor encore plus précieux. La lettre est accompagnée d'une carte et de données géographiques qui localisent le trésor sur une petite île à proximité du village où nous sommes. Même si l'équipage disait qu'un trésor suffisait, il a voulu quand même en avoir le cœur net, et il est allé courageusement tout seul sur l'île pour chercher ce trésor insolite. Et tout à coup, il a trouvé un tas de pierres inuites, un Inukshuk, qui marque un lieu sacré. Il s'en est vite approché. Il a poussé les pierres et a découvert émerveillé le couteau de chasseur de son grand-père, qu'on nomme en inuit Uluk. Ce couteau qu'il a utilisé pendant toutes ses chasses. Avec le couteau, il y a un dernier mot de son grand-père. Voici ce qu'il a écrit. Mon cher petit-fils, je suis très fière de mon jeune garçon qui est devenu un aventurier accompli. En trouvant ce trésor, tu as trouvé ce que j'ai de plus précieux, mes armes de chasse, mon Lighty et mon Uluk que j'ai confectionné moi-même quand j'étais plus jeune. Grâce à elle et à de l'entraînement, j'ai pu devenir le plus grand chasseur de ce village, Tinitekilak, en ramenant au village aussi bien des phoques, des narvals que des ours polaires que j'ai chassés. Mais si je t'ai demandé de venir au Groenland, c'est pour un plus grand trésor encore. Un trésor qui n'est pas visible, qui n'est pas matériel, mais qui est bien plus précieux encore que mes armes. C'est ta fougue pour l'aventure, toutes les richesses de persévérance, de courage et de force que tu as développées dans les épreuves. Oui, mon petit-fils, je suis immensément fière de toi. Tu as osé sauter dans l'inconnu, aller à la rencontre de terres nouvelles. Tu as fait ce que peu réussissent à faire, atteindre ce pays des glaces et te dépasser dans cette aventure extraordinaire. Je t'adresse toutes mes félicitations et te souhaite de continuer à te donner pour réaliser tes plus grands rêves, car c'est eux qui font le sel de la vie. Félicitations aussi à Nanook et à tout ton joyeux équipage. Ton grand-père qui t'aime. Briac a partagé à l'équipage la découverte de ce nouveau trésor et la joie d'avoir compris, grâce à son grand-père, que ce qui avait été le plus beau dans cette aventure, c'était la façon dont il s'était dépassé et avait grandi dans les difficultés. Allez, il est temps maintenant de repartir du Groenland. Le but a été atteint, nous avons trouvé le trésor. Nous faut maintenant repartir. Mais Nanook n'a pas du tout envie de repartir. Il est bien ici. Il est devenu ami avec les chiens de traîneau de Max et compte bien rester encore ici quelque temps. Il va falloir le convaincre de repartir. Mais tant qu'on est encore avec Max, on voudrait profiter une dernière fois de sa présence pour savoir, maintenant qu'on sait comment dresser les chiens de traîneau, comment construire un vrai traîneau de chasseur. C'est parti, on lui pose la question. Alors, moi quand je suis arrivé ici, tout le monde construit son traîneau. Certains continuent à le faire. Donc il faut trouver du bois. Tu mets 3, 4, 5 jours. Si quelqu'un qui a beaucoup de chaînes, évidemment, il aura un traîneau un peu plus grand. Il les construira selon ses besoins. Quoi. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a à part le bois? Alors, à part le bois, il y a les ligatures. Là, on utilise du fil de pêche. Il y a les patins.
les patins, puis là, une sorte de plastique. Les patins, qui sont une large couche de plastique en dessous du bois du traîneau, permettent au traîneau de glisser beaucoup plus facilement sur la glace que s'il n'y avait pas de plastique. Et ça permet donc aussi aux chiens d'avoir moins d'efforts à faire pour tirer le traîneau. Et à part les patins, pour s'arrêter du coup. Pour s'arrêter là maintenant, ils utilisent maintenant un frein qui est super utile. Parce qu'ici c'est super montagneux, donc en fait on va dans la montagne, on va sur les glaciers, et là il faut un frein pour descendre. Alors à l'époque où ils n'avaient pas de frein, ils avaient un ordre qui est encore utilisé sur la côte ouest, parce que la côte ouest ils n'ont pas de frein. Ils ont une grosse corde. Ils mettent les pieds dessus, mais des fois c'est ça freine pas, mais ça ralentit. Une autre technique, vous allez voir, Max va l'expliquer, c'est que les chiens aillent sur l'ordre du chasseur de l'autre côté du traîneau, derrière le chasseur. Ce qui fait que le traîneau fait un volte-face et ça l'arrête directement. Donc le traîneau, lui, il continue, Ah et oui. eux vont courir, en fait, à moi, ils vont freiner. C'est génial. Et ça peut être super utile ici. Donc, par la suite, mais bien par la suite, après quand je suis arrivé, il y a eu cette fameuse encre. Sans vouloir l'inventer, moi j'étais le premier à l'utiliser. Et donc j'ai fait venir d'Europe. J'ai entendu dire ça que les chiens d'Almosher et d'Alaska, un peu partout, ils utilisaient une encre pointue. Et moi, j'ai de suite vu l'utilisation sur le glace vive. Sur le glace vive, le frein qu'on a, il sert à rien. Sur glace vive, du coup, c'est la glace qui est très lisse. Ouais, lisse. C'est le même principe que l'encre sur un bateau. L'encre permet d'attacher l'objet qui bouge, ici pas le bateau mais le traîneau, au sol. L'encre s'ancre dans la glace et arrête le traîneau net. Et le frein, lui, freine, mais il n'arrête pas l'attelage. D'accord. Et sur glace vive, quand tu es vraiment engagé, il faut être capable, dans certaines situations, de pouvoir arrêter l'attelage net. Et ça, l'encre peut le faire. D'accord. Et Max, dis-nous, quels sont les dangers avec le traîneau? C'est s'il tombe dans l'eau. Ouais. Enfin, s'il casse la glace, il Ouais, tombe dedans. en fait, ils vont le faire en mouvement. Et c'est-à-dire que la glace est tellement fine que, en fait, il peut plus remonter. D'accord. Ah oui. Et la glace est déjà fine là où ils sont. Mais en fait, quand la glace est fine, tu peux continuer en mouvement, à avancer. Et à un moment, tu perces, mais tu peux plus remonter dessus. Parce que la glace, déjà, elle n'est pas assez épaisse. D'accord. Donc, ils m'ont toujours mis en garde sur cette situation-là, de faire super gaffe là-dessus. Et comment tu repères la glace qui est fine? Des fois, tu peux la repérer, mais des fois, tu ne peux pas la repérer. Et tu es obligé d'avancer. Tu as une texture de. C'est une certaine glace, c'est la glace qui s'est faite. C'est la neige en fait qui est tombée sur l'eau et qui a gelé et elle est grise. C'est dur, mais elle est grise et du coup, tu peux pas savoir si tu as 1 cm ou 2 cm ou si tu as 5. Il paraît qu'en Inuit, il y a 93 mots pour décrire les différents états de glace. Ça, je Et pourrais de pas neige. confirmer. Je laisse aux scientifiques de dire. Il y a en effet des dizaines de mots pour décrire les différents états de la neige en Inuit, selon que la neige est fine, qu'elle est épaisse, qu'elle tombe ou qu'elle est là depuis longtemps sur le sol. Par exemple, Mingolek, ça veut dire la neige fine. Kanik, c'est la neige qui tombe. Et Iglousak, vous reconnaissez dedans le mot igloo, c'est la bonne neige pour construire des igloos. Les adieux avec Max après ces derniers échanges ont été très forts. Mine de rien, on s'est beaucoup attaché à lui. Il nous a dit que sur le retour, il faudrait que nous fassions tout particulièrement attention à ne pas rater les belles aurores boréales qu'il y a dans le ciel pendant la nuit à partir de la fin du mois d'août dans l'hémisphère nord. On a pu en voir quelques-unes déjà au Groenland. C'est tout simplement magique. Mais comment ça se fait qu'on puisse voir ces grands voiles lumineux, colorés, qui donnent l'impression de danser dans le ciel? Pour comprendre comment se forment les aurores, il faut partir très loin jusqu'au soleil. Le soleil émet des flux de particules qui rencontrent la haute atmosphère qu'on appelle la thermosphère. Et c'est cette rencontre qui produit des éclats lumineux qui ensemble forment d'immenses voiles colorées dans le ciel. C'est donc ça qui forme les aurores boréales. On peut en voir en Islande, parfois même à certaines périodes de l'année en France.
Mais alors pourquoi on n'en voit pas d'autres dans d'autres régions du monde? C'est qu'il y a en fait un bouclier autour de la Terre qui s'appelle la magnétosphère, qui empêche ces particules de rejoindre la Terre. Ce bouclier entoure complètement la Terre, sauf au niveau des pôles où il est plus mince. C'est ça qui permet que du coup les particules passent à travers et atteignent la thermosphère. Vous pouvez voir que les particules envoyées par le Soleil passent malgré le bouclier qui est en bleu de chaque côté de la Terre à l'endroit des pôles. Les particules réussissent donc à passer particulièrement aux pôles et c'est pour ça que c'est surtout là qu'on peut voir des aurores boréales. Il faut savoir que ce phénomène n'a pas que lieu sur Terre. Il s'est déjà produit par exemple sur d'autres planètes comme Saturne et Jupiter. Il peut en avoir de plusieurs couleurs selon l'altitude à laquelle se produisent ces rencontres entre la thermosphère et les particules du Soleil. Elles peuvent être vertes, rouges, bleues et violettes. Celle qu'on a vue était verte. Nous pourrions encore parler des heures de tout ce que nous avons pu voir au Groenland, mais il est l'heure de partir, car la traversée va être encore longue pour rejoindre la France. Nous avons le cœur serré de partir de ces terres si belles, mais nous avons en même temps plein de souvenirs magnifiques en tête, dans lesquels nous pourrons nous replonger quand le Groenland nous manquera. Bravo en tout cas Petit Nérivien d'avoir suivi cette folle aventure. Il vous en a fallu aussi du courage, de la persévérance et de la curiosité pour découvrir tout ce qu'on a pu vous partager pendant ces vidéos. On était très heureux de partager ça avec vous. Merci de nous avoir suivis et bonne mer Petit Moussaillon. À bientôt!